On a fait cette salle parce que c'est la salle dont on rêve, où on a 50 cours par semaine, c'est incroyable. À peu près 80 000 adhérents licenciés. C'est en plein développement en France, c'est en plein développement dans le monde. Est-ce que le GJB peut devenir un sport aussi intéressant à regarder qu'un combat de boxe ? Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Jean-Michel, Salut Franck. ça va ? Oui, ça va plutôt bien et toi ? Super. Ok. Jean-Michel, je te reçois aujourd'hui parce que tu es ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, un sport dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Tu es titré dans cette discipline en tant que champion de France et tu as créé une salle qui est dédiée au jiu-jitsu brésilien et à d'autres disciplines à Levallois. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de ce sport. Est-ce qu'il se développe ? Déjà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il va prendre de l'essor ? Est-ce que ça peut devenir un sport business ? Et on va également parler de ta salle. Mais tout d'abord, Jean-Michel, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr, je suis Jean-Michel Lanternier, donc un aficionados du jiu-jitsu brésilien et des sports de combat modernes en général. J'ai commencé à pratiquer les sports de combat très jeune. Vers mes 16 ans, j'ai commencé à faire du Krav Maga. Et puis le jiu-jitsu est apparu dans ma vie avec l'UFC 1 en 94, quand j'ai visionné une vidéo. Sur ce, j'ai cherché des salles pour m'entraîner et j'ai commencé à m'intéresser au jiu-jitsu brésilien en 98-99. Aujourd'hui, tu as quel âge ? 51 ans, On dirait pas. voilà. Et oui, ça fait longtemps que je fais du jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé il y a très longtemps, hein, j'ai commencé vers 23-24 ans. Et donc, j'ai vu beaucoup de choses se passer dans ce sport et l'évolution. Et j'ai fait ça par passion. Et ensuite, bon, ça, c'était pas mon métier au départ. Ça l'est devenu, effectivement, j'ai réussi à allier passion et profession. Et, et en fait, j'ai réussi, après avoir fait des formations de coaching, devenir professeur de jiu-jitsu brésilien et ouvrir ma propre salle, mon académie en 2020 à Levallois-Perret. Et tu as fait quoi comme métier auparavant ? J'étais dans un tout autre métier, je faisais de l'import-export. Voilà. Et donc, bon, c'était ma passion. C'est par opportunité que j'ai réussi à bien m'entraîner et puis à switcher, quoi, sur le jiu-jitsu brésilien et des sports de combat modernes, notamment le MMA. Et quand tu dis import-export, tu étais gérant d'une société ou tu étais plutôt salarié Oui, j'étais déjà entrepreneur. Tu avais cette fibre entrepreneuriale et de Voilà, création d'activités exactement. Et puis, en 2020, eh bien, après le Covid, à peu près, cette période-là, avec mes élèves, on a décidé d'ouvrir, notre propre académie pour pouvoir s'entraîner, et puis surtout, je dirais avoir accès à des locaux d'entraînement, permanents, en permanence. Pas seulement une fois ou 2 par semaine, comme ça peut arriver, comme c'est le cas généralement dans les sports associatifs ou les municipalités, ou les gyms, ou les salles de gym et cetera. Nous, on voulait vraiment s'entraîner tout le temps, quoi. C'était motivé par un manque d'offres. Ouais, exactement. Mmh. Je comprends. Rentrons dans le vif du sujet. On a évoqué ce terme de jiu-jitsu brésilien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce sport pour les gens qui ne le connaîtraient pas ? Oui, c'est un sport hybride, de lutte et de judo. Donc ça se pratique avec un kimono ou sans kimono, ce qu'on appelle, un gi ou en no-gi, à l'inverse du kimono.
C'est en gi, ça ressemble à du judo. C'est, le même sport que le judo, mais avec des règles un peu différentes. En no-gi, c'est un sport comme la lutte libre, par exemple, avec un t-shirt et un short et ce sont les mêmes règles, que ce soit à peu près en gi ou en no-gi, en kimono ou sans. C'est un sport de domination, de clé d'articulation et d'étranglement essentiellement. Donc il faut dominer. Par rapport au judo et à la lutte, c'est pas un sport d'immobilisation. C'est un sport où on doit dominer pour soumettre. C'est donc on fait des soumissions ou autrement appelées des finalisations. Donc on commence debout, Oui, on n'a pas le droit de se taper dessus, oui, alors voilà, c'est un sport de préhension, donc de saisie. donc on va saisir son adversaire, on va essayer de l'amener au sol Voilà, et ensuite, par exemple, de l'étrangler ou de lui faire une clé de bras voilà. qui va le conduire à abandonner s'il veut garder, ses os intacts. Oui, alors c'est là où il y a le rôle de l'arbitre qui est assez important et les règles, parce que parfois, on peut dans des à des niveaux, très importants de jiu-jitsu brésilien dans le sens, dans les championnats du monde et cetera, les athlètes peuvent accepter une clé, quitte à se faire, une fracture pour continuer à vaincre au niveau du match quoi, au niveau du combat et donc l'arbitre normalement, il doit, comprendre que, ça devient trop dangereux. Oui. Mais il peut y avoir des fractures quand même et puis continuer le combat. Une clé de bras par exemple, elle peut faire une fracture et on peut continuer le combat, jusqu'à, la domination parce qu'il y a un système de points qui reflète, la domination d'un combattant sur l'autre. Est-ce que comme dans les sports, comme la boxe, par exemple, tu as des catégories de poids? Oui, effectivement, c'est un sport de division. C'est il y a des catégories d'âge, de poids et de niveau. Donc on peut commencer, tout jeune, on peut commencer aussi, en tant qu'ancien, plus de 60 ans ou même, 70. Et puis tout poids et tout niveau, sachant que bien sûr il y a des catégories absolutes, hein, tout niveau et tout poids. Bon après, c'est un sport qui est fait, pour tout le monde, mais tout le monde peut pas le faire. Voilà. C'est un peu ça la philosophie. C'est-à-dire que, il nous manque un bras ou on est non-voyant, on peut le faire. Mmh. Mais parfois il y a des personnes qui sont, tout à fait aptes physiquement et psychologiquement pour le faire, mais qui vont pas y arriver parce que c'est quand même un sport de contact où, où on a les comment dire? On est Du proche de son oui, il y a adversaire. une proximité avec, son partenaire ou son adversaire qui est assez, qui peut être, difficile à accepter et puis aussi, il y a des contraintes physiques parce que ça c'est un sport très, conceptuel. C'est un peu comme des échecs humains. Et en même temps, c'est très physique et très, oui, ça demande beaucoup de force aussi, en même temps que beaucoup de technique. Je donne un peu de contexte pour en avoir fait, un tout petit peu. Mais par exemple, quand vous êtes au sol avec, un adversaire, vous pouvez vous dire: «Je vais essayer de légèrement pousser sa hanche pour moi sortir la mienne et glisser, mon épaule». Donc c'est un sport de réglage. C'est presque Oui. de la danse, à 2. Oui, oui, c'est ça, c'est comme je le disais, c'est un sport, ça ressemble à un jeu d'échecs humain. C'est un sport très technique et ça demande beaucoup de compréhension, bon aussi d'abnégation, mais c'est aussi un sport très intéressant intellectuellement, quoi. Oui, parce que, par exemple, dans la boxe, vous envoyez un coup de poing, la personne vous envoie un coup de poing, vous vous écartez un petit peu et vous repartez à zéro. Dans le jiu-jitsu brésilien, si vous avez votre adversaire, sur vous, vous allez construire petit à petit votre position et vous allez bouger votre bras parce que lui, il bouge le sien. Donc il y a une espèce de jeu de questions-réponses qui est permanent. C'est aussi ce qui est intéressant dans le jiu-jitsu brésilien, c'est que c'est une, domination de l'intelligence sur la force brute. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de force pour le pratiquer, mais l'intelligence du jeu
domine la force, brute sans intelligence et c'est ce qui fait, le succès de ce sport. C'est ce qui fait le succès de ce sport et j'allais te demander, c'est une discipline qui est niche encore? Oui, en France, c'est encore une discipline de niche, même si c'est en pleine explosion. Ça se développe vraiment énormément. Il me semble que juste sur la fédération, française, la CFJJB, la Confédération française de jiu-jitsu brésilien, il me semble qu'il y a quelque chose comme, bon, je peux me tromper, hein, mais à peu près 80 000, adhérents licenciés. Donc c'est en plein développement en France, c'est en plein développement dans le monde, mais c'est sans comparaison avec, par exemple, le monde anglo-saxon ou les États-Unis, où il y a des oui, des centaines de milliers d'adhérents, de pratiquants, tous sports confondus dans l'environnement du jiu-jitsu brésilien. Parce qu'on prend en compte aussi le MMA où on pratique le jiu-jitsu brésilien, ou plus exactement le grappling, qui est la version no-gi du jiu-jitsu brésilien. Plus, oui, effectivement, donc il y a vraiment, une explosion, mais en France, c'est, on va dire, c'est pas le début, mais c'est le début du Du début. développement de masse. Donc ça reste encore un sport de niche, même si c'est voué à être développé. Parlons justement un peu des États-Unis. En fer de lance des gens qui pratiquent ce sport, il y a Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook. Est-ce que tu sens que ça a popularisé, le sport? En fait, on parlait du jiu-jitsu brésilien un peu comme un sport de geek, dans la mesure où on n'avait pas besoin, de faire, d'être comme toi à 1,90 m et des épaules comme, une armoire à glace pour, pratiquer. Oui, effectivement, c'est, en fait, Zuckerberg, Zuc comme il l'appelle, pratique, parce que, bah, ce sport se développe bien, notamment, grâce, à la licence UFC, au championnat UFC, qui a bien popularisé, la partie jiu-jitsu brésilien en plus de la boxe dans le MMA et en plus de la lutte dans le MMA. Et ça prouve effectivement que c'est un sport qui est fait pour tous, y compris, les plus petits des gabarits, mais pas seulement Les les grands 100 formats. kilogrammes, voilà. Parce que c'est un sport qui est quand même moins, comment dire? Qui peut être moins spectaculaire que du MMA dans une cage avec du sang. Donc ça, c'est une image évidemment très caricaturale du, MMA. Mais, la question que je me demandais, c'était est-ce que le JJB peut devenir un sport aussi intéressant à regarder qu'un combat de boxe? Et alors effectivement, c'est moins spectaculaire parce qu'il y a moins de d'effusion de sang. En même temps, c'est plus, c'est plus, de manière générale, intéressant pour, la population parce que ça il n'y a pas ces effusions de sang. Mais comme c'est très technique, ça peut il peut y avoir des contraintes, audiovisuelles, on va dire. Pour comprendre ce qui se Voilà, passe. parce que il y a un terme qui s'appelle le scramble, hein, c'est un peu comme les œufs brouillés. À un moment donné, quand les 2 partenaires ou adversaires combattent et qui sont entremêlés, de jambes et de bras, effectivement, c'est difficile de bien saisir, la portée du combat et ce qui se passe. Mais, l'avantage par rapport, au MMA, se développe notamment grâce à l'UFC et puis à d'autres, franchises, eh bien, c'est que ça c'est un sport qui peut aussi convenir beaucoup aux jeunes, aux mineurs donc, hein, et aux femmes. Et tu parlais de personnalité, il y a, des femmes politiques, par exemple, il y a la fille de Trump, Ivanka Trump qui s'est mis au jiu-jitsu brésilien, le mannequin aussi, brésilien, Gisele, qui sont, quelque part les personnalités médiatiques féminines qui montrent, la voie un peu sur ce sport et puis maintenant, il y a des championnes, qui sont connues et reconnues pas dans le milieu,
pas encore connus, je veux dire, ils sont pas des vedettes générales, hein, des grandes stars par rapport à celles dont je viens de parler. Mais, il y a un développement du sport féminin, vraiment très, très important et c'est très intéressant techniquement, en plus. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a pas de coups qui sont portés. Exactement. Donc on peut s si on aime l'aspect, adversité, compétition, combat, on peut se faire plaisir sans, s'abîmer le visage. Donc évidemment, si on est mannequin, Voilà, c'est plus c'est pratique. ça, y compris pour toutes les personnes qui ont, une représentation publique, quand on est, commercial, vendeur, ou qu'on est au contact du public, dans notre vie professionnelle. On n'est pas seulement, je veux dire, dans les bureaux, même dans les bureaux, parfois avec les Oui, quand collègues, on est ça peut cadre être difficile, supérieur, voilà, quand qu'on ça est peut être difficile. Donc là, c'est un sport qui reste réaliste. Tout en évitant effectivement, certains traits, difficiles, à accepter, des sports, de percussion où, on reçoit des coups, pour et qui ne sont plus réalistes à ce moment-là où il y a plus les coups portés. Bon, ça reste des sports très intéressants, mais, comme le boxing par exemple, hein, c'est seulement la boxe sur des sacs, ou avec des coachs. Là, il y a une confrontation effectivement, donc c'est très proche du réel et j'enchaîne là-dessus sur, le fait que c'est un sport qui correspond parfaitement, au à la gente féminine. Parce que c'est un sport où on peut, c'est un sport quelque part entre guillemets «de survie». Ouais, ça permet, d'être confronté à quelqu'un, de beaucoup plus fort que soi et de pouvoir «survivre» entre guillemets, encore une fois, hein, de ne pas se faire dominer complètement quand on est au sol avec quelqu'un sur soi. Donc ça, c'est très important, pour les femmes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un sport d'avenir pour les femmes et ça se développe, énormément, dans les sections femmes, aux États-Unis et ça commence beaucoup à venir en France. on comprend les raisons. Tu parlais tout à l'heure de l'UFC. L'UFC a justement lancé il y a quelques mois une ligue de jiu-jitsu qui s'appelle l'UFC, Brazilian Jiu-Jitsu. Comment tu vois cette nouvelle ligue? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Pour donner un peu de contexte, on est en nogi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de kimono. Il y a les combattants ont un t-shirt serré et un short et l'arène est une sorte de cuve. C'est-à-dire que vous êtes comme dans un chaudron avec des bords, arrondis. Exactement. Eh bien, c'est une très bonne chose, tout d'abord, parce que, l'UFC, c'est une franchise qui développe très bien, les sports professionnellement. Même si, il y a plein de controverses, ça reste, une entreprise qui paye, ses athlètes et donc, un des axes, je dirais, de développement du jiu-jitsu brésilien, c'est, la professionnalisation des athlètes, des coachs, et des structures et là, ça permet effectivement de professionnaliser, de salarier et les athlètes donc c'est super, ça donne beaucoup de visibilité. C'est très intéressant, c'est le début. C'est vraiment, les premiers mois avec, avec une mise en œuvre, aussi bien, visuelle, marketing, que financière pour les sportifs. C'est du très haut niveau. C'est très intéressant, c'est assez visuel parce que, ben, ça a quand même, oui, c'est bien c'est la première fois qu'il est utilisé dans ce sport, comme tu l'appelles, ce chaudron-là avec des tapis, des tatamis sur lesquels on pratique, l'activité, qui sont de biais. Voilà, qui permettent de ne pas sortir du ring ou de l'espace de combat. Est-ce qu'il y a eu d'autres, règles qui ont été adaptées dans cette ligue pour rendre le sport, plus, visuel? Donc on a déjà cette forme de l'arène qui pousse à ce qu'il y ait pas de temps mort, donc ce qui, rythme le combat et à l'ère où on scrolle, toutes les, 3 secondes, il faut quelque chose de rythmé et qui ne s'arrête jamais.
Donc est-ce qu'il y a d'autres règles qui ont été, adaptées à ta connaissance? Alors, il faut savoir que le jiu-jitsu brésilien, à la base, c'est une self-défense. C'est aussi un art martial. C'est un sport de combat moderne, mais c'est aussi un style de vie. Donc c'est un des seuls sports, modernes actuels qui regroupe cet ensemble de paramètres et étant un sport de combat, il y a des règles, avec des fédérations qui émettent des règles, diverses pour sécuriser, la santé, des adversaires et donc effectivement, la plus grande, fédération, ça s'appelle IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, qui chapeaute elle-même la CFJJB, Confédération française de jiu-jitsu brésilien et il y a des règles qui sont autorisées, quoi qui en fait, il y a des techniques autorisées et des techniques, qui ne sont pas autorisées, qui sont trop dangereuses, trop létales et la majorité des techniques très dangereuses sont autorisées en MMA. Tu peux nous donner un exemple de ces fameuses techniques pour qu'on se Oui, par exemple, les techniques sur, les clés de nuque à différencier des étranglements. On a entendu beaucoup parler des clés d'étranglement qui n'existent pas en soi. C'est soit un étranglement, ce n'est pas une clé, soit une clé de nuque. Les clés, c'est plus articulaire, une clé d'articulation et un étranglement, bon, c'est soit sanguin, au niveau du cou, soit respiratoire. Donc il y a les étranglements qui sont autorisés en jiu-jitsu brésilien, c'est la base du jiu-jitsu brésilien et les clés de nuque qui sont, interdites parce que c'est vraiment extrêmement dangereux, qui sont elles-mêmes autorisées au MMA, les clés de nuque. On peut tirer sur la nuque. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui fait, la dangerosité de ce sport, du MMA et en même temps, l'intérêt pour chacun, parce qu'il y a un danger réel et ils ont transposé les techniques autorisées en MMA, en jiu-jitsu brésilien dans le MMA, à l'UFC BJJ. Donc par exemple, les clés de nuque sont autorisées. donc dans cette fameuse ligue de l'UFC, on peut avoir recours à ces fameuses techniques, potentiellement dangereuses. Voilà, ou une autre pour expliquer un peu plus simplement, il y a des clés de genoux, qui sont interdites jusqu'à un certain niveau, de technique en jiu-jitsu brésilien, ce qu'on appelle heel hook, les clés de genoux en torsion. C'est une clé de talon en réalité. On prend le talon pour tordre le genou. C'est très dangereux parce que ça peut faire, rompre les ligaments croisés. Donc c'est interdit jusqu'à un certain niveau. C'est autorisé en jiu-jitsu brésilien dans les fédérations françaises et internationales, à un certain niveau seulement, d'une certaine catégorie et cetera et à l'UFC BJJ, c'est autorisé et c'est très pratiqué. Voilà, c'est ce qui fait que, l'UFC BJJ, est si spectaculaire, en fait. C'est parce qu'on peut avoir recours à ces fameuses techniques. C'est vraiment un élément de différenciation important pour les fans. Oui, c'est un élément de différenciation important, tout en sachant que ce sont des professionnels. Et que dans les ligues, dans les fédérations, la CFJJB, Confédération française du jiu-jitsu brésilien, par exemple, c'est aussi amateur. Donc pour préserver, le physique des amateurs qui pratiquent, on ne l'autorise pas. Et comme ce sont des professionnels à l'UFC-BJJ, on l'autorise. Parce ils sont plus encadrés, voilà, tout Il y a un simplement. suivi, Ouais, il y a un meilleur suivi des médecins, des coachs et cetera et cetera. Mais ça reste très dangereux effectivement. Donc, mais ils sont professionnels, donc il y a, il y a pas de comment dire? C'est comme les professionnels du football ou comme les professionnels du rugby ou de la Formule 1 il y a un réel danger. Mais c'est assumé. c'est du sport de très haut niveau. Voilà. C'est un sport extrême. On a parlé des États-Unis où il y a cette fameuse ligue qui se développe. En France, c'est, aujourd'hui plus timoré. Pour toi, à quoi c'est dû ce «retard» entre guillemets, en France? Il y a pas d'athlètes encore qui incarnent vraiment bien, la discipline. Tout le monde regarde le foot et le MMA. Est-ce qu'il y a de la place pour le JJB?
Il y a beaucoup de place à prendre pour le JJB, heu, mais effectivement, il y a plusieurs biais. Alors, tout d'abord, comment dire? Le JJB se développe bien en France, il y a des athlètes, mais il y a un manque de professionnalisation, donc ça commence à venir, hein, et ça commence à se prof le secteur commence seulement à se professionnaliser, puisque c'est en fort développement maintenant. Il y a encore beaucoup d'amateurisme, ce qui est normal, voire quand je dis de l'amateurisme, c'est pas péjoratif, hein, je parle du sport amateur en soi. C'est pas encore, un sport professionnel. Donc ça commence à venir parce qu'il y a de plus en plus, il y a un marché et donc quand il y a le marché, il y a un appel, à capitaux et puis, il y a un développement sur les plateformes, puis après il y a un développement mainstream, donc ça arrive. Mais, effectivement, c'est pas vraiment plus timoré, je dirais, c'est plus encadré. D'autant plus que, le jiu-jitsu brésilien est quelque part, associé au MMA, qui pendant longtemps en France a été, interdit. Du moins la pratique en soi, même si les pratiques qui composent le MMA, ont toujours été autorisées. La boxe, le kickboxing, la boxe thaï, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, tout ça, ça a toujours été autorisé. Mais pratiquer ensemble, ça a été très difficile. Moi, j'ai pratiqué pendant longtemps du MMA, je fais ça depuis, 2005 et on pouvait pratiquer séparément avec différentes fédérations, mais ensemble, ça n'était pas, toléré. Donc ça commence depuis, quelques années, depuis, 1 ou 2 ans, il y a une fédération française, du MMA qui permet, je dirais, le développement, encore plus important du jiu-jitsu brésilien. Même si le jiu-jitsu brésilien est à la source du MMA et pas l'inverse. Mais c'est le MMA, l'enfant du jiu-jitsu brésilien, qui permet au jiu-jitsu de Mmh. sortir, quelque part à la tête de l'eau et après, le problème, c'est que aussi que si il y a beaucoup d'aspérité, en France, hein, donc les fédérations concurrentes de sports de combat, eh bien, ont beaucoup, travaillé, œuvré à empêcher l'émergence du jiu-jitsu brésilien. Voilà. Toi, tu le liais au MMA. Moi, j'avais plutôt la sensation que le JJB était lié au judo, qui est, je pense, une fédération sportive, extrêmement, influente, de par le nombre d'adhérents, de par, tes dirigeants, de par le fait que quand on est, jeune garçon, peut-être un peu moins jeune fille, c'est assez naturel finalement que les parents, t'inscrivent au judo. Hem, Toi, tu le lis quand même plus au MMA qu'au judo, le JJB? Tu as raison, d'un côté et d'un autre côté, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que, le jiu-jitsu brésilien, c'est c'est un, comment dire? Le jiu-jitsu brésilien, est pas apparenté au judo, bien sûr. Le judo lui-même est un enfant du jiu-jitsu traditionnel japonais. Donc à la base, il y a eu le jiu-jitsu traditionnel japonais, qui a été interdit, après, la chute du Japon féodal. Sur ce, Jigoro Kano a voulu faire perdurer la tradition, du jiu-jitsu en créant le judo, ce qui est un système éducatif. Les Européens et occidentaux ont pris, cette méthode éducative très intéressante et au Brésil, une famille, les Gracie, d'Irlandais, ont développé, le judo, qu'ils ont qu'ils ont développé en jiu-jitsu brésilien et donc quelque part, c'est et le parent du judo et l'enfant Mmh. du judo. Mais le judo a pris une telle ampleur, par exemple en France, hein, ou dans le monde en général, aussi bien médiatiquement que, financièrement que au niveau de l'éducation, qu'il n'a pas laissé la place, il n'a pas voulu laisser la place et notamment les instances dirigeantes, au jiu-jitsu brésilien. Et d'un autre côté, le jiu-jitsu brésilien avec, la famille Gracie, depuis les années 70-80, a été happé par Hollywood, notamment avec des acteurs très connus comme, Chuck Norris.
ou même Mel Gibson, qui ont perçu rapidement le potentiel du jiu-jitsu brésilien, qui l'ont fait venir aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont développé le MMA, qui existait déjà sous la forme de ce qu'on appelle le Vale Tudo au Brésil. Et ils ont fait l'UFC, ils ont créé la ligue UFC à Las Vegas en 93-94. Donc, c'est par ce biais que le jiu-jitsu brésilien arrive à se hisser, car le judo, d'ailleurs actuellement il y a une bataille entre la Fédération française de judo et la Confédération française de jiu-jitsu brésilien, historique, pour la domination, par exemple en France, du jiu-jitsu brésilien. Ils se sont associés, les 2 fédérations se sont associées il y a 2-3 ans, et la Fédération française de judo a voulu happer Mmh. le jiu-jitsu brésilien et faire disparaître la Confédération française de jiu-jitsu brésilien, qui a repris son indépendance, car elle œuvre elle-même au développement du jiu-jitsu brésilien depuis plusieurs décennies. Et donc effectivement, c'est très apparenté jiu-jitsu brésilien et judo, mais c'est aussi très apparenté jiu-jitsu brésilien, ce qu'on appelle le grappling, à la lutte. Historiquement, c'est aussi apparenté à la lutte. Donc tout ça, ça se retrouve dans le MMA, et l'enfant du jiu-jitsu brésilien et de la lutte, c'est le MMA et de la boxe aussi. Et donc c'est ce qui permet au jiu-jitsu de vraiment se développer et d'être connu du grand public. Voilà, Je comprends. Que le JJB est à l'interface de beaucoup de choses finalement et plus qu'on ne peut le penser. exactement. On a parlé longuement du sport, mais toi tu as ouvert ta salle, dans ce sport. Tu dis que c'était dans les années, en 2020? Oui. 2020, est-ce que tu peux nous dire, d'où vient l'idée? Comment tu passes de l'idée à concrètement, trouver un local, l'aménager, construire ton offre qui est à Levallois Exactement, et ouais. parce que tout ne se passe pas, à Paris. Alors comment ça s'est fait? Eh bien, je suis je suis professionnel du sport en tant que coach sportif, professeur de jiu-jitsu brésilien et de MMA depuis les années 2010. J'en ai fait mon métier depuis 2010. Je suis dans le jiu-jitsu brésilien et le MMA depuis beaucoup plus longtemps, depuis plus de 3 décennies, mais c'était en tant qu'amateur, et je me suis professionnalisé dans les années 2010. J'ai créé ma propre équipe au fur et à mesure des années, dans des gyms, dans des salles de gym et puis des gymnases municipaux. Et en 2020, on a décidé, avec mes élèves, d'avoir notre propre salle pour ne pas dépendre du peu de créneaux accordés aux activités sportives modernes, notamment le jiu-jitsu brésilien, qui avait mauvaise presse à l'époque puisque c'était associé au MMA, et que le MMA pendant longtemps, avec le judo ou voire les instances politiques et fédérales, n'avaient pas le droit de citer, parce que c'était soi-disant un sport sauvage, alors que c'est un sport, je dirais plutôt de gentleman. Et donc on a décidé de prendre notre indépendance pour ne pas avoir un créneau par, par semaine, ou 2 créneaux par semaine dans différents gymnases, et dépendre des associations sportives et du bon vouloir des présidents d'associations, et cetera. Et nous, ce qu'on souhaitait simplement faire, c'était pouvoir s'entraîner tous les jours et puis pratiquer notre sport, parce que c'est un sport qui est très, comment dire? Qui est très addictif, hein, ça développe le mental, le physique, on se sent mieux dans la vie, on on est moins agressif, on est plus, c'est un sport vraiment très positif pour tout un chacun. Je le recommande, il faut essayer. Après, c'est un sport aussi exigeant, donc il faut s'entraîner. Alors on a décidé d'ouvrir notre propre structure pour pouvoir s'entraîner matin, midi et soir, 7 jours sur 7, y compris pendant les vacances, et cetera. C'est quelque chose qui est difficile en France parce que c'est très cadré par les associations sportives
et les fédérations et le bon vouloir de la gestion des gymnases municipaux. Voilà. Donc toi, tu avais ce désir d'indépendance. À ce moment-là, tu as toujours ta société d'import-export? Non, j'ai ça s'est fait, quelque part par opportunité. C'est à un moment donné de ma vie où j'ai arrêté l'import-export, bah, pour différentes raisons et j'ai j'ai sauté à bras-le-corps sur le jiu-jitsu brésilien. Je m'entraînais tout le temps, hein, matin, midi et soir, mais j'étais obligé de naviguer entre plein de gymnases différents, d'aller à droite, à gauche, trouver des petites salles où on m'acceptait. Comme je connaissais un petit peu de monde, bah, je pouvais m'entraîner, mais je voyais bien que mes élèves avaient du mal à me suivre. Il fallait aller dans 5 gymnases différents, donc c'était pas possible et donc c'est un moment de ma vie où ça a j'ai pu faire une reconversion quelque part. C'était, ma passion que j'ai décidé de transformer, en profession et donc on a ouvert Negev Academy, en 2020 où on a pu, commencer à faire des cours matin, midi et soir, tous les jours avec mes élèves et Et comment tu trouves la salle? Tu te balades, tu vois un local qui est vide? oui, alors, bon, effectivement, il y a quand même, on le sait actuellement, une certaine, un certain, problème économique en France, hein. Ça marche pas super bien. Donc il y a beaucoup de locaux qui sont à disposition. Ça n'empêche que même si c'est à disposition, c'est tout de même difficile, d'avoir, les gens tout le monde est un peu, les pieds sur le frein. Donc c'est quand même difficile d'acquérir un bail. Et puis, on a réussi à trouver une opportunité, un local de 100 carrés à l'époque, où, ben, on s'est jeté dessus et on s'est entraîné et ça a très bien fonctionné tout de suite. Je cache pas aux auditeurs que l'entrepreneuriat, c'est difficile en France, hein. Il y a plein d'aspérités, plein de charges, financières importantes. On n'est pas très aidé, mais le marché, je dirais, si tu peux appeler ça comme ça, il est très porteur parce qu'on est en fait, c'est un sport de passion. Donc et en plus, c'est un sport individuel, mais qui se pratique collectivement. On sait bien qu'actuellement l'individualisme et les sports individuels, ça fonctionne bien, hein. Bah, l'escalade, la course à pied, des sports comme ça où on pratique seul. L'avantage du jiu-jitsu brésilien, c'est que c'est un sport, individuel. On fait pas vraiment ça en équipe, mais on a besoin d'autrui pour s'entraîner. Donc c'est aussi un sport altruiste quelque part, collectif, et individuel. C'est les 2 faces d'une même pièce, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on s'entraîne pour soi, mais si on n'a pas un partenaire qui va bien et qui s'entraîne bien aussi et qui progresse aussi, on progresse pas, on peut pas s'entraîner. Donc on fait attention tout de même on cherche, c'est un sport de domination, on cherche toujours à dominer notre partenaire ou notre adversaire, mais en respectant son intégrité physique et c'est un des points les plus importants du jiu-jitsu brésilien, c'est que ça permet de dominer, et de maîtriser son adversaire, son partenaire ou son adversaire, tout en respectant son intégrité physique. Donc ça fonctionne très bien pour le problème d'insécurité, par exemple, que l'entraînement en dojo ou en salle avec nos partenaires, que pour les forces de l'ordre aussi, par exemple. C'est parfait, pour, maîtriser, les Sans blesser. individus sans blesser, voilà. Et j'ai l'impression que la salle a trouvé assez vite son public. Oui, effectivement, Tu montres qu'il y a une vraie demande. il y a une forte demande effectivement, ça fonctionne très, très bien. Il y a aussi, tout de même, comment dire? Un turnover parce que c'est un sport de combat, donc on peut avoir des petits bobos, des petites blessures. Mais parfois ça peut aussi être, un frein, hein, si, on a une profession libérale où on a besoin de ses doigts pour, manipuler, soit en tant que médecin, soit, en tant qu'avocat ou autre. Parfois ça peut être un peu difficile parce qu'on peut avoir des petites entorses aux doigts ou aux épaules et cetera. Mais si on pratique correctement, c'est faisable.
et puis, effectivement, c'est un sport qui est fait pour se développer. Après, il y a des freins, plus, je dirais, au niveau des créneaux horaires, pour que ça convienne à toutes les professions. Eh bien, il faut proposer différents créneaux. C'est là où, ça rejoint notre vision du sport et de notre salle. C'est-à-dire qu'on propose des créneaux à 7 heures du matin pour, pouvoir s'entraîner avant le boulot, et puis le soir, continuer à avoir une vie sociale. On propose aussi des créneaux, en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi pour, les professions à horaires décalés. On propose des créneaux, adaptés. Voilà, c'est notre vision, c'est de pouvoir proposer le jiu-jitsu, à tout le monde. Tu proposes le jiu-jitsu, mais pas que le jiu-jitsu. Tu as Ah, je aussi du MMA, du judo, de la boxe thaï. Comment tu fais le mix de cours, tout en gardant quand même un focus sur le jiu-jitsu brésilien? Alors effectivement, notre cœur, c'est le jiu-jitsu brésilien, gi et no gi, hein, jiu-jitsu brésilien en kimono ou grappling, lutte. Ça, c'est le cœur de notre activité, et les sports associés. Donc le MMA, le judo, ça va de soi puisque, c'est une grande partie du sport debout, heu, avec, heu, avec un professeur, spécialisé dans chaque discipline, et aussi de la lutte, de la boxe anglaise, la boxe thaï, du kickboxing, et puis on a emménagé depuis un mois maintenant, en fin d'année 2025 pour, les vacances, le dans une grande salle, dans une belle grande salle, très sympa, ambiance, loft new-yorkais avec 2 étages, au cœur de Levallois, tout près de l'ancienne salle, dans à peu près 300 carrés, où, on a pu, développer effectivement, plus d'activités comme, le MMA, et tous les sports de contact, en percussion, en plus. Tu es à Levallois. Levallois, c'est une ville qui est à la fois résidentielle, mais il y a également pas mal de bureaux. Le public que tu as, c'est plutôt, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des catsup, de tout? C'est très éclectique. On a ça commence à 5 ans, donc, jiu-jitsu brésilien pour, jiu-jitsu BJJ Kids comme on appelle ça, pour, Pour les les petits? petits, qui sont, qui aiment beaucoup parce que ça ressemble, un peu, aux bagarres dans la cour de récré. C'est très ludique, jusqu'à 12-13 ans. Ensuite, les ados qui ont un besoin aujourd'hui, avec, une demande notamment des parents, mais aussi des ados, de se sentir mieux parce qu'il y a beaucoup de harcèlement, aussi bien dans les classes que dans les cours de récréation, que, entre l'école et la maison. Donc, les ados, sont en forte demande pour, le jiu-jitsu brésilien via le MMA parce qu'en fait, Ils regardent le ils regardent MMA. le MMA et puis ils viennent au jiu-jitsu brésilien. On propose le MMA aussi ados, mais c'est très axé, jiu-jitsu brésilien. Ensuite, le cœur, bien sûr, c'est, les adultes et les actifs, hein, entre, 18 et 40, et on a pas mal aussi de masters, ce qu'on appelle les masters, les seniors, entre, on va dire, 60 et 70. On est en train de développer, une section pour, les seniors parce que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport de mobilité. Comme tu expliquais tout à l'heure, le but n'étant pas de pousser, ou de soulever ou de déplacer son partenaire ou son adversaire, mais plutôt d'arriver à se bouger, À se faufiler. à se mobiliser, heu, par rapport à, quelqu'un qui est, plus fort que soi, plus lourd, et cetera. Donc, la mobilité pour, les seniors, c'est très important, y compris les femmes. Donc effectivement, on a un public à peu près de moitié, de résidents de Levallois. Donc, ils viennent le matin avant de partir au travail, ou le soir, avant de rentrer à la maison. Et puis on a, aussi beaucoup de travailleurs, de salariés de Levallois, parce que c'est une ville qui compte à peu près,
oui 60 000, 70 000 résidents et l'équivalent en salariés. Donc tous les salariés sont intéressés par ces pratiques, sportives. Aussi bien, les professionnels manuels, je dirais, hein, les professions manuelles, ce qui est, les artisans, quoi. Que, les gens dans les bureaux. Les artisans, bah, ils aiment le physique et puis la technique surtout et puis, dans les bureaux, dans le tertiaire, ils ont besoin de De sortir un bouger. peu, voilà, de se décontracter, de se défouler, tout ça. Sur le modèle, économique, j'ai remarqué que tu choisissais, il me semble, de pas faire de cours de fitness, Alors, on a lancé quand même? l'emménagement dans nos nouveaux locaux, on a lancé un cours de préparation physique générale axé, sport de combat. Pour l'instant, c'est le cœur de ce qu'on propose, les sports de combat modernes. Donc, on a un coach, spécialisé en fitness. C'est plus préparation physique, générale. Mais, c'est un axe de développement pour nous, effectivement, où, on a quand même besoin dans les sports de combat modernes, d'avoir, un corps, qui fonctionne bien, pas seulement la technique. Parce que pour mettre en œuvre la technique, il faut quand même un peu de force. Si on n'a pas du tout de force, pour bouger un muscle, il faut que le muscle fonctionne. Donc, pour ceux qui le veulent, depuis quelques semaines, on propose, le week-end notamment de la préparation physique avec du poids et pour se conditionner au sport de combat. Mais c'est accessible, à tout le monde aussi, à ceux qui n'ont pas forcément l'objectif du sport de combat en soi, mais qui veulent se faire du fitness, tout simplement. Et en termes de prix, tu as plusieurs, formules et notamment un abonnement annuel à, 900 €, Oui, il me semble, 950 exactement. 950. Ça, c'est un prix que tu fixes, comment? Alors c'est un prix qui s'est construit au fur et à mesure des années. C'est un prix qui est relatif dans le sens où, ça peut paraître, élevé, parce qu'en soi, quasiment 1 000 €, ça peut paraître Il y a élevé, une mais barrière psychologique aux 1 000 €. oui, voilà et en même temps, nous sommes en dessous des 1 000 € et c'est pas cher du tout. C'est très compétitif pour les adhérents parce qu'on propose plus de 50 cours, hebdomadaires avec, 15 professeurs, 50 cours collectifs. Donc, quand on peut venir matin, midi et soir, on peut venir, tous les jours de la semaine, c'est 7 jours sur 7, de 7 heures à 22 heures, y compris les vacances, y compris les grandes vacances, y compris les jours fériés. Il y a des il y a des, élèves, qui s'entraînent, le 1er janvier. On s'entraîne, tous les jours, hein, vraiment, et donc en fait, là, on est vraiment très, très compétitif dans le sens où la plupart des concurrents, on va dire, dans les salles municipales vont avoir, un tarif à moitié prix, qui reste quand même élevé donc hein, ça peut atteindre 400-500 €, mais qui vont proposer seulement 3 créneaux, de jiu-jitsu brésilien dans la semaine et s'ils en ont plus, ça sera pas pendant les vacances. Toutes les vacances, les salles municipales sont fermées et encore plus pendant les grandes vacances. L'été, on reste ouvert. Donc c'est un prix qui s'est construit au fur et à mesure, n'est pas cher par rapport à la concurrence. Par rapport à ce qu'on propose, notre planning avec plus de 50 cours collectifs, hebdomadaires, c'est vraiment, je dirais, bon, je vais employer un mot un peu fort, mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours rêvé, en fait, on a fait cette salle parce que c'est la salle dont on rêve, où on a 50 cours par semaine, c'est incroyable et pour ce prix, alors certes, c'est un prix, tout de même, il faut quand même le poser, mais c'est pas beaucoup plus cher que certains abonnements, si on cumule les abonnements internet, les plateformes et cetera. On peut supprimer une plateforme et venir passer plus de temps,
Avec toi, voilà, pour avec se faire toi et étrangler les par toi. professeurs, hein, pour s'amuser dans le réel. Donc on n'est pas oui, c'est vraiment, très, très compétitif effectivement, pour ce qu'on donne, je dirais même que c'est pas cher. Je comprends. Tu te mets aussi sur les gym libres, les ClassPass et compagnie? C'est un Depuis peu. On avait tendance à privilégier, comment dire? Le parrainage, le bouche à oreille et on s'est aperçu qu'il y a pas mal de demandes d'étrangers, par exemple, de visiteurs touristes, qui ont besoin de s'entraîner. Par exemple, quand, moi je suis en vacances, à l'étranger en famille, j'ai le souhait d'aller, m'entraîner, ce qu'on appelle tourner, hein, avec, les judokas ou les du grappleurs club du coin. oui, voilà, dans une ville étrangère, c'est toujours sympa. Donc, le Valois, c'est tout proche de Paris, c'est très touristique aussi. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, ou même, professionnellement, qui sont en voyage d'affaires, il y a beaucoup de demandes, à laquelle on pouvait pas répondre et à laquelle on répond depuis 1 mois, pour, faire ce qu'on appelle du drop-in, donc à la séance. On propose, de venir s'entraîner, de réserver le cours, et puis, de participer. Alors tout le monde est content parce que ceux qui utilisent le drop-in sont heureux de trouver une belle salle, parce qu'on a vraiment une salle magnifique maintenant, avec une très bonne ambiance, un très bon niveau et en restant, familial. C'est-à-dire que nous, on a une exigence technique. Notre créneau, c'est vraiment l'exigence et et le côté familial aussi. Pas seulement la bagarre, pas seulement la famille, mais exigence et bienveillance, on va dire. Donc ceux qui viennent participer, qui viennent par, Gymlib ou autre, peuvent participer à des entraînements intéressants et puis, les adhérents, on va dire, réguliers, sont toujours heureux de trouver, de nouvelles têtes, Différentes ça manières de rafraîchit un s'entraîner. petit peu, voilà. Tu dis que c'est une, très belle salle. Heu, Elle a coûté, tu sais combien elle a coûté en Oui, tout? alors ça reste à discrétion, mais oui, bien sûr, je sais, que ça a coûté Mmh. très, très cher. Ouais. C'est c'est un des c'est un des problèmes pour l'expansion du sport, du jiu-jitsu brésilien dont on parlait, précédemment. C'est-à-dire la professionnalisation, le développement d'athlètes, de têtes connues et cetera, hein, c'est, un des freins, c'est effectivement, la mise en concurrence, je dirais, de manière, oui, comment dire? C'est la mise en concurrence du secteur privé avec le secteur public. C'est-à-dire que Associatif. voilà, heu, c'est-à-dire que Subventionné. exactement, on est face à des clubs, pas forcément dans le Valois même, mais aux alentours, qui, utilisent des gymnases, gratuitement, donnés à disposition. C'est le modèle en France, hein. Heu, donc ils utilisent des créneaux, peu, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les mêmes créneaux. Donc comme c'est «gratuit» entre guillemets, parce que bien sûr c'est payé avec nos impôts à la base, hein. À la base, les gymnases, on les utilise gratuitement, mais ils sont payés, dans notre fiche de Oui, oui. paie et dans nos impôts. Donc on est tous sur le même morceau, mais en fait, il y a une concurrence un peu déloyale entre les gymnases, publics qui proposent donc des créneaux, pas forcément, très professionnels avec des amateurs, hein, mais bon, ils peuvent bien faire leur travail aussi et des salles privées comme, Negev Academy qui est obligé de développer beaucoup, beaucoup d'investissements pour, être viable, permettre, d'offrir alors d'un côté, c'est très positif parce que ça nous pousse à proposer un service, d'excellence, en fait, hein, d'être tout le temps ouvert à tous, qu'on soit un jeune enfant, une femme, des ados, des anciens et cetera. On permet à chacun de pouvoir pratiquer, ce qui n'est pas forcément le cas dans les gymnases municipaux. Donc là, effectivement, pour le déménagement, l'emménagement, on va dire,
Ça a coûté très, très cher et heu et le business model, il doit commencer à atteindre ce qu'on appelle un point mort, hein, le point d'équilibre, dans 1 an. Voilà, si tout va bien, mais on sait qu'il y a beaucoup de contraintes, pas seulement normatives, mais aussi, financières. Voilà. Le poids mort, tu le calcules en nombre d'adhérents, par exemple? Alors c'était le cas. Effectivement, on sait qu'il y a un nombre d'adhérents, mais ça dépend, bien sûr, de du chiffre, qu'on souhaite faire aussi, hein. Il y a un moment donné, c'est des calculs simples et basiques, hein. Combien, coûte le loyer? Combien coûte l'aménagement? Combien coûtent les L'électricité, professeurs, les charges et cetera? Et puis, combien est prêt à payer, l'adhérent et l'élève pour s'entraîner dans ce type de salle qui est, encore une fois, c'est excellent, quoi. On peut venir, à toute heure. Il y a des professeurs compétents, professionnels, dans une ambiance, super sympa. On n'a pas un gardien qui nous dit, quand, le cours est fini: «Maintenant c'est bon, je ouais, rentre chez moi, je OK. ferme la lumière». Ça, c'est quand même important. Oui, il y a du service. Voilà, il y a du service, on essaie de professionnaliser, on professionnalise avec toutes les contraintes, qu'on peut connaître, hein, et financières et normatives, et cetera, et cetera. Un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est sur le coaching, privé. Vous en faites à la salle? On fait du coaching privé. En fait, quelque part, c'est une salle de coaching puisqu'on fait des cours collectifs, mais toujours avec un coach. Même si, on peut être, 10-20 par cours, on a toujours un coach. Donc, c'est quelque part du small group training. C'est pas, du camp où il y a 300 ou même 100 élèves en même temps. Donc, on développe, le coaching effectivement privé aussi. Je pensais du coaching, one to one Voilà, où, oui, oui, c'est un ça. coach, 2 ou 3 élèves. Voilà, alors le one to one, coaching, privé, on le développe, sachant que beaucoup, du one to one, décident de passer en collectif. Parce qu'à un moment donné, ça permet, c'est une passerelle quelque part, hein. Quand on a un peu d'appréhension à venir dans un cours collectif, ce que je peux comprendre, hein, on rentre dans c'est comme si on rentre dans une salle de classe pour la première fois quand on est gamin. On est un peu Il y a un peu intimidé, d'appréhension. voilà, on sait pas, c'est un sport de combat, il y a bonne ou mauvaise presse, même si ça devient de mieux en mieux. Même si on sait que, chez nous, on est bien accueillis, on a des supers avis Google et cetera. Mais bon, il peut y avoir de l'appréhension et puis parfois, il y en a qui peuvent pas, malgré le nombre d'heures, venir en cours collectif non plus. Parce que les créneaux sont spécifiques et on a aussi, pas mal de demandes à l'inverse d'élèves en cours collectif qui souhaitent du coaching personnalisé, avec un seul coach pour pouvoir progresser dans leur activité et être plus fort avec, dans les cours Et collectifs. approfondir des Voilà. points particuliers, Exactement. j'imagine. C'est comme du cours de rattrapage à l'école ou hein, le coaching, ça marche très, très bien et c'est important d'avoir les 2. C'est 2 jambes. Ouais, exactement. Jean-Michel, on arrive à la fin de, cet épisode. On a parlé de plein de choses. Est-ce que tu voudrais peut-être, parler de quelque chose dont on n'a pas parlé ou auquel je suis passé, à côté, sur le JJB, sur, ta salle ou Alors je pense qu'effectivement, on a parlé, mais j'aimerais mettre le point sur le fait que, quelque part, la jante féminine, c'est l'avenir du jiu-jitsu brésilien parce que c'est très technique. Et les femmes, ont même si c'est pas politiquement correct de le dire actuellement, elles ont, une force physique moindre que pas mal d'hommes, même s'il y a des femmes qui sont plus, fortes physiquement que certains hommes. Mais, donc elles jouent beaucoup sur la technique. Ce sont d'excellentes techniciennes. Donc ça apporte, ça ouvre un nouveau, segment. Le fait aussi que nous sommes, heu, on va dire, une offre open bar ou illimitée.
Et ça correspond bien à l'ère du temps, actuellement. Tout est illimité, hein. On achète, un abonnement sur une plateforme, c'est illimité. Le téléphone est illimité, on cherche de l'illimité partout. Même si on n'utilise pas forcément, à 100, mais ça nous permet, d'être plus, ça permet, aussi bien, à l'académie qu'aux élèves de pouvoir, gérer, sereinement, les entraînements. Donc ça, l'illimité chez nous, c'est l'open bar, hein, c'est super l'open bar. Et puis, le fait que, ben, dans cette période individualiste que nous connaissons, bien, ça reste un sport individuel Qui se pratique et collectivement. voilà, qui est un sport social et c'est ça qui est intéressant. C'est, si on vient chez Negev Academy, c'est quelque part, c'est une autre famille. C'est une famille du jiu-jitsu brésilien et du MMA et donc c'est aussi cet effet social qui est très intéressant dans le jiu-jitsu brésilien. Ça rapproche les gens. Au sens propre comme figuré. Exactement. Merci Jean-Michel. Merci à toi, Franck. Merci à toi pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.